pour la première fois dans l'histoire, et sur l'ensemble des pays que nous suivons, 40% de toute la génération Z et toute la génération Y, en gros de moins de 35 ans, 40% qui disent « j'ai un talent créatif que j'aimerais bien exprimer un jour ». Là, tout cela va pouvoir s'exprimer différemment dans le métaverse ou s'expérimenter. La moitié du numérique aujourd'hui, c'est faire l'aller-retour entre le réel et le virtuel. Donc si on prend son smartphone, c'est pas uniquement pour se relier à un avatar virtuel. Généralement, on voudrait quand même que de l'autre côté, quelqu'un vous réponde. Les briques technologiques existent depuis longtemps. Ce qui manquait, c'est la brique économique. Parce que pour unifier les expériences du monde, notamment l'expérience marchande avec l'expérience loisir, etc., il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'il y ait un tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, d'habitude, ça s'appelle les banques, ça s'appelle les huissiers, ça s'appelle les avocats, ça s'appelle des contrats. Dans le numérique, on peut tout faire copy-paste, on peut faire du delete, on peut faire du fake. À tout va. Donc là, ça coincé. On avait beau avoir toutes les technologies que l'on voulait, les briques VR et tout ça, ça le faisait pas, le cloud. Et là, la blockchain est une technologie qui permet de faire ce que fait quasiment ce qu'en font les notaires, ce que font les avocats, ce que font tous les gens qui garantissent qu'une transaction elle est authentique et qu'on peut remonter comme le propriétaire de votre appartement au tout premier, celui qui l'a construit. Dans les mondes virtuels, on avait des monnaies virtuelles, on avait comme dans les jeux vidéo des points que l'on pouvait très difficilement convertir dans le monde réel et qui étaient même soumis à spéculation, à vol dans le monde virtuel, etc. La blockchain, c'est la garantie que toutes les transactions, tout ce qui se passe dans le monde numérique ne peut pas être falsifié, on ne peut pas vous voler de manière, on ne peut pas vous usurper votre identité sur ce plan-là. Et ça apporte un élément central pour nos mondes économiques du luxe. Parce que le digital était par essence l'ennemi du luxe. Le digital, c'est la profusion, c'est le copy-paste, c'est-à-dire la duplication de ce qu'on aime. Avec la blockchain, on a pu inventer le NFT, qui est le titre de propriété, qui garantit le contrôle de la rareté. Le NFT, on en parle beaucoup parce que ça permet tout simplement de faire rentrer dans le monde virtuel, digital, toutes les logiques de spéculation financière qui sont dans le monde réel. Parce qu'on peut acheter un bien digital, on sait qu'il ne peut pas être falsifié ni copié. Donc la rareté peut être gérée, on peut donc jouer avec du spéculatif, acheter pas cher et revendre très cher. On peut faire monter de manière spéculative la valeur artificielle d'un NFT en le vendant à quelqu'un qui est votre complice, qui l'achète très cher et qui vous le revendra. Mais pour le monde du luxe, ça a apporté quelque chose d'extraordinaire. C'est que le monde du luxe peut donc désormais, dans le monde digital, présenter ses créations. Et comme elles sont protégées, c'est une sorte de méga alliance du copyright et de la propriété juridique, permet effectivement de dire, si je n'aimais qu'un seul jeton qui représente ce sac virtuel ou ce t-shirt virtuel que vous pouvez porter dans tous vos avatars et dans tout, y compris dans votre Facebook, dans votre image Facebook, eh bien, s'il n'y en a que 500 exemplaires qui sont émis, vous saurez que jamais il n'y en aura 501 sur le web, parce qu'il va être mécaniquement impossible de le dupliquer. Donc la rareté a pu rentrer dans le métaverse et automatiquement le monde du luxe s'est engouffré, dit enfin, nous avons une façon d'engager le digital qui est safe pour nous, qui est sûr pour nous. On a toujours pu payer avec sa carte de crédit n'importe quelle expérience digitale. C'est surtout pour les acteurs, je dirais, qui font une offre des artistes, des créateurs, la façon de protéger la création qui a explosé. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce qu'on est dans la phase un peu ruée vers l'or, début du Far West. Il y a un peu n'importe quoi qui est fait. Il y a un peu n'importe quoi, et parce que pour l'instant, on est dans le côté open, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières dans le monde des NFT. Ce que tu dis là, c'est que comme pour de précédentes innovations technologiques, c'est le Far West, mais que c'est appelé à être de plus en plus encadré, et que normalement, les dérives qu'on peut constater aujourd'hui dans les NFT vont être soit rendues moins possibles, soit elles ne vaudront plus le coup. Il y aura une autorégulation un petit peu. Sur les dystopies, pourquoi ça va rester ? Je dis parce que l'époque était dystopique et on a bien vu que la façon dont le métavers se présentait au monde était celui au mieux du monde marchand. Les premières initiatives, ce ne sont pas celles des ONG. Le métavers, on n'en parle pas avec en premier des gens qui vont sauver la planète. Les premiers, c'est Louis Vuitton, c'est des grandes marques de luxe qui occupent, ou Adidas, donc le monde marchand est très présent. Le monde éthique, le monde de développement durable, le monde qui effectivement est censé être l'antidote du monde d'avant, est très peu présent en matière de discours. Et quand on voit Meta, donc Facebook, ce n'est même pas au sein des réseaux sociaux l'acteur qui peut être considéré comme le plus éthique, c'est celui qui est le plus actuellement d'ailleurs en procès. Ce qu'on voit du métavers pour le moment, les premiers, donc c'est des marques, c'est de l'économique,
Donc l'éthique, il est invisibilisé. Je rajouterais que même ce qu'on a vu de l'économique, comment dire, quand il s'est agi de montrer aux gens ce que c'est le métavers, ce qu'on a vu c'est quoi? C'est Facebook qui nous montre une conférence online avec des gens qui avaient des avatars, on aurait dit des les avatars de la Wii, dégueulasses. Enfin, c'était assez nul. Et on a vu Walmart vous dire vous pourrez faire vos courses dans le métavers, où c'est modélisé aussi de manière assez nulle, où vous avez votre caddie avec des rayons vides et votre conserve de tomates à mettre. Enfin, c'est rien qui fait rêver. Il n'est pas pour répliquer dans un autre monde ce qui ne nous intéresse plus aujourd'hui. Et le cas de Walmart est typique, mais il n'y a pas qu'eux qui font ça, il y en a plein. C'est le fameux magasin virtuel où vous poussez un caddie virtuel. Donc c'est retour en arrière par rapport à tous les progrès du e-commerce faits depuis 20 ans. Et de la même façon, il y a, et parce que le métaverse, on parle beaucoup du métaverse américain, mais il y a le métaverse chinois, et là on a des belles perles, c'est Xirang, le métaverse lancé par Beidou, alors ils annoncent 22 milliards de dollars investis en 10 ans, où ils reconstruisent une petite Chine, mais la Chine actuelle. Et d'ailleurs, il y a le siège du parti qui est dedans, tout ça. On peut s'inscrire au parti, dans Xirang. Et c'est donc une ville qui reflète la Chine aujourd'hui avec la totalité de ses contraintes et de ses limitations. Donc c'est pareil, mais online, quoi. C'est pareil online, ça veut dire que non seulement on ne peut pas faire des choses dans la vraie vie, mais on peut les faire encore moins online, parce qu'en plus on vous remet la vraie vie directement dessus. Donc ça, évidemment, ça n'a pas attiré les foules comme projet. Ceux qui ont compris les choses, c'est plutôt les auteurs de TikTok, ByteDance. Je vais dire deux mots là-dessus. Pourquoi moi je crois que dans le métaverse, il y a plein de choses à faire et que ça vaut le coup de s'y engager, d'expérimenter des choses. C'est parce que, comme je le disais, c'est l'unification de toutes nos expériences numériques et ça va se faire. Nous avons le cloud déjà. C'est une brique. On est habitué aujourd'hui à avoir nos photos qui sont dans le cloud et pas uniquement sur des disques durs qu'on en empilait quelque part et on ne savait plus où ils étaient après lorsqu'on avait déménagé. Nous avons de quoi gérer des IA de très grande puissance grâce à l'ordinateur quantique qui n'est pas pour aujourd'hui mais qui est pour dans 10 ans. Nous avons à ce niveau-là toute série de briques. La brique qui manque dans tout ça, c'est, je dirais, la bande passante d'interaction avec l'humain. La façon dont le monde digital peut capter ce que vous êtes et qui vous êtes. Aujourd'hui, on vous dit vous mettez des lunettes. Et votre interface donc avec le monde numérique, c'est des yeux. Dans le meilleur des cas, on vous mettait des mains remplies de trucs hyper compliqués, etc. D'accord, tu penses aux casques de réalité virtuelle notamment. Alors, qui ont fait pchit. Ouais, voilà, c'était l'avenir il y a 2-3 ans. Oui, c'est pour ça que Facebook a acheté Oculus. Ils étaient hyper contents, ils n'arrivaient pas à se vendre. Et enfin, Facebook a dit j'achète très très cher Oculus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent faire du métaverse avec plein de lunettes. Alors, les lunettes, comme nous avons amélioré donc les Google Glass vont ressortir probablement, mais tout simplement, elles ne vont pas nous empêcher d'être des gens normaux au quotidien. Et on ne va pas se mettre avec un gros truc là qui va peser 1 kilo et tout ça. Donc ça, c'est mort. Et ByteDance qui possède TikTok, se dit nous, on a inventé le réseau social de la génération qui allie à la fois les digital natives et la culture du corps, pour le confort du corps, qui est, alors pour les plus sophistiqués, dans le yoga, ou d'autres pour le crossfit, etc. Mais bref, la culture du corps, c'est le grand progrès de la deuxième partie du XXe siècle. C'est la culture normale. Il n'existe pas de digital native aujourd'hui, à part la fraction infinitésimale des 2% de geeks que l'on présente dans les films comme étant quasiment enfermés face à leurs écrans. L'énorme majorité aujourd'hui fait du sport, fait de l'activité physique. L'essor des réseaux sociaux et des interfaces numériques n'a pas en gros fait que les jeunes ont été aspirés dans un univers uniquement numérique. Exactement. Et plus réel. Là, donc, nous sommes dans une situation dans laquelle le paradis artificiel, c'est une des promesses officielles du métavers. Ça s'appelle le jeu 24/24, ça s'appelle pouvoir acheter à volonté, même si vous n'avez plus d'argent, vous achetez avec ce qui vous reste, avec les quelques centimes, la version virtuelle du produit. Donc c'est une promesse d'une consommation illimitée, mais d'une vie qui est construite sur la consommation. Alors, c'est tout à fait normal que ceux qui en parlent comme ça, ce sont des marchands. C'est pas normal que ceux qui ne sont pas des marchands ne parlent pas sur cet univers-là. Donc on voit apparaître cette notion de dire on veut développer le virtuel, mais en valorisant ce qu'il y a de mieux dans l'humain ou dans ses projets. Et là, le métaverse offre des possibilités extraordinaires parce qu'il protège d'abord les créateurs économiquement. Donc là, ça va permettre à toute une génération de créateurs d'embrasser, et créateurs de tout, y compris créateurs d'idées, d'embrasser le métaverse, et ça c'est très très positif. Or nous avons pour la première fois dans l'histoire, et sur l'ensemble des pays que nous suivons, 40%
de toute la génération Z et toute la génération Y, en gros de moins de 35 ans, 40% qui disent « j'ai un talent créatif que j'aimerais bien exprimer un jour ». Là, nous sommes avec une potentialité considérable dans le monde, inédite, dans les nouvelles générations de talents créatifs qui ne sont pas exprimés pour différentes raisons, parce que ce n'était pas possible de les monétiser. Là, tout cela va pouvoir s'exprimer différemment dans le métaverse ou s'expérimenter. Ce qui est important de voir, c'est que toutes les expériences humaines, tous les projets de l'humain qui sont développés depuis 10 ans, alors on parlait de l'éthique tout à l'heure, vivre différemment, vivre mieux, se connecter aux autres, mais aussi se divertir différemment. Je parlais de TikTok, envie de vivre avec son corps, de danser et de ne pas parler mais de chanter. Cette envie était là. Mais aujourd'hui, ByteDance vient d'acheter Pico, le premier fabricant chinois de casques virtuels. Il vient de dire en même temps que ce n'est qu'une brique parmi d'autres, ça sera la brique secondaire dans le futur. Ils ont bien réussi leur coup avec le corps. Ils veulent continuer dans la même direction. Et ByteDance a dit qu'ils ont embauché des anthropologues, des ethnologues, etc. pour comment projeter la culture non verbale dans le métaverse, pour le rendre plus humain.